Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cet atelier Eco à Big sur l'open banking. Alors, pour préciser un petit peu davantage le thème de la table ronde, l'objectif c'est de se dire 2 ans après l'entrée en vigueur complète de la DSP2, qu'en est-il vraiment de l'open banking? Déjà, l'open banking avait-il vraiment attendu l'entrée de la DSP2? De voir si les banques ont joué le jeu de l'ouverture des flux bancaires. De voir aussi tous les nouveaux usages qui ont pu être développés par des fintechs ou les banques grâce à cette accélération dans l'open banking. Et pour ça, j'ai avec moi Alexandre Pro de Conto, je les prends dans l'ordre que j'ai écrit, mais Bertrand Janet, CEO de Budget Insight, Clément Moguet, au bout, cofondateur CEO d'Agicap, Marguerite Bérard, de BNP Paribas, donc responsable des réseaux retail, il me semble. Vous préciserez peut-être le titre exact. Et Anne-Sophie Lénier, cofondatrice et CEO de iPedzat. Du coup, on a des représentants de banques, néobanques, d'agrégateurs et de fintech sur des nouveaux services. Donc je pense qu'on peut avoir un petit peu tous les angles pour compléter cette discussion sur l'open banking. Ce que je vous propose de démarrer par faire un petit état des lieux, parce qu'au départ, l'open banking, c'était juste un gimmick, ça permettait l'agrégation de ses comptes perso, c'était sympa. Après, finalement, grâce ou pas à la DSP2, le besoin il s'est un peu démultiplié et on arrive à observer des vrais services avec une lutte complexe et des enjeux à la fois réglementaires et techniques. Du coup, j'ai envie de démarrer avec le point de vue des banques, avec Marguerite. Marguerite, BNP s'est mis en conformité, il me semble. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est bien passé déjà? Ça a été plus long que prévu? Comment vous avez traité Merci beaucoup. Bonjour à tous. La mise en place de la DSP2 chez nous, la directive des services de paiement numéro 2, ça a été quand même une grande aventure à partir de 2019. C'est des investissements importants dans nos infrastructures qu'il a fallu roder. C'est aussi nos API, nos interfaces de programmation qu'il a fallu construire, déployer, faire progresser là encore. Je pense qu'on a atteint un bon niveau de maturité. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on utilise plus la technologie du scrapping. Aujourd'hui, tous les tiers utilisateurs utilisent nos interfaces. On a régulièrement, on mesure à la fois les temps de réponse de nos API qui sont en millisecondes, la disponibilité de celle-ci qui est excellente. On a aussi des équipes support qui viennent aider les fintechs et des experts pour toujours mieux utiliser nos API. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir accès sans aucune difficulté via l'interface d'un agrégateur par exemple, bien sûr à la consultation de vos comptes BNP Paribas ou Hello Bank, mais aussi payer avec le site d'un e-commerçant en initiant un paiement depuis le site de ce e-commerçant par une API pour venir débuter votre compte Hello Bank et BNP Paribas. Donc je ne peux pas parler pour toutes les banques, mais je pense que pour la plupart en tout cas des grandes banques, ça a été une aventure, mais une aventure aussi qui a nécessité, je vous dis, des gros investissements, parce que par exemple la mise en place de l'authentification forte pour nos clients et pour l'ensemble de nos clients, non seulement c'est un investissement, mais aussi c'est énormément de travail et d'éducation de nos clients pour pouvoir recourir à celle-ci. Donc c'est pas mal de manœuvres à pied. Voilà. Je veux dire que la plus grande difficulté, elle n'était pas réglementaire, elle était technique, travailler avec la dette du SI? Non, pour moi, ce qui nous a pris par exemple le plus de temps, et on le voit encore aujourd'hui, c'est des sujets comme l'authentification forte des clients. Quand je vois les motifs d'appel de notre service client, l'authentification forte, c'est un vrai sujet pour les clients aujourd'hui. Donc c'est une protection, on le leur explique, etc. Mais l'expliquer, la partager dans les motifs d'appel du service client, c'est l'un des tout premiers. Donc moi, c'est moins un sujet d'informatique, de tech, etc. Parce que ça, je crois qu'on l'a mis en place assez sereinement, que de
continuer à expliquer ces usages. Et quand on fait du retail, c'est un marché de masse, hein, donc ce sont des millions et des millions de clients qu'il faut pouvoir toucher, y compris avec des situations comme le client qui est à l'étranger, enfin qui vit à l'étranger mais qui a un compte chez vous, qui n'a pas un numéro de portable français, etc. et pour qui l'authentification forte, c'est l'appel. Donc c'est tous ces cas-là qu'il faut pouvoir descendre les uns après les autres et qui a nécessité un peu de manœuvre à pied sur la mise en place de la DSP2. Alors vous avez parlé de scrapping, ça me fait penser aux échanges qu'on a eus. Bertrand, vous aviez porté le sujet avec Bridge et Linkso pour la DSP2. Aujourd'hui, vous scrapez encore ou vous êtes plutôt content de l'apéisation? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on scrape encore. Pour la simple et bonne raison que nous, chez Budget Insight, l'agrégation des comptes de paiement, ce n'est pas le seul aspect de nos produits. On agrège aussi tous les autres actifs au sens large. Donc oui, la DSP2 a été une aventure, je suis d'accord, une aventure un peu douloureuse, on va pas se mentir. Et ça l'est encore, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la DSP2, je dirais, le seul aspect positif que ça nous a apporté aujourd'hui, c'est de mettre la lumière sur cette activité, de montrer à des sociétés qu'elles peuvent s'appuyer sur des acteurs comme nous pour ensuite proposer des services à forte valeur ajoutée, que ce soit dans la gestion d'entreprise ou aussi pour les finances personnelles, pour l'immobilier, bref, il y a plein de cas d'usage qui se développent. Donc ça a été le vrai aspect positif de la DSP2, c'est de mettre de la lumière là-dessus. Ensuite, on n'a pas attendu la DSP2 pour innover, c'est-à-dire que nous, on innove depuis 8 ans, on innove avec BNP notamment depuis plus de 5 ans. Et donc, c'est pas la DSP2 qui nous a permis d'innover. La DSP2, ça a plus été une contrainte réglementaire et un frein qu'il fallait engager, ça nous a permis aussi de nous structurer en interne, parce que qui dit DSP2 dit établissement de paiement, dit contrôle interne, procédure, et quand vous sortez d'une phase de grande croissance où vous privilégiez la croissance, c'est toujours bien de revenir en arrière et de structurer, de préparer les tâches d'après. Donc voilà, l'aspect bénéfique de la DSP2, c'est la visibilité que ça a apporté, nous a permis de nous structurer aussi un peu en interne. Mais technologiquement parlant, c'est une souffrance, ça l'est encore. Aujourd'hui, les API DSP2, je parle, il y a des banques qui sont en avance, il y en a qui sont vraiment en retard. Je vais aussi tuer un mythe aujourd'hui parce que la DSP2, on pense que c'est forcément la mise en place d'API. Sauf que la DSP2 dit, vous pouvez mettre en place des API pour que les TPP viennent se connecter, mais vous pouvez aussi ne pas en proposer. Et je pense que vous demandez aujourd'hui à pas mal de banques de la place, voire même des grandes banques traditionnelles, je pense que certaines qui ont vraiment souffert de cette mise en place de la DSP2 ne mettraient pas en place d'API aujourd'hui, se laisseraient scraper en nous authentifiant et en voyant qu'on est autorisé à le faire. Ils n'auraient pas engagé de frais, ils n'auraient pas eu nos complaintes importantes à leur support DSP2. Donc voilà, c'est une aventure qui a été douloureuse, qui a apporté de la lumière, qui n'est pas terminée, sincèrement. On l'a vu au Royaume-Uni, ça a pris 5 ans avant que ça soit vraiment pérenne et que ça soit sec. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus sec au niveau des API DSP2, mais c'est pas terminé. Donc voilà, on est vigilant. Ce qui est bien, c'est que nous, ça a apporté une contrainte technologique supplémentaire. Donc des acteurs qui se disaient, oh là là, on va avoir des API des banques, on va pouvoir se passer des TPP. Au contraire, c'est encore plus compliqué que le scrapping aujourd'hui. Donc voilà, ça nous légitime encore un peu plus dans ce rôle-là. On peut avoir un petit pourcentage sur un petit pourcentage. Oui, on peut avoir un petit pourcentage. On a aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de faire passer notre flux 80% en DSP2 sur les comptes de paiement. C'est-à-dire qu'on pourrait, les connecteurs sont prêts, on pourrait faire passer 80% de notre flux en DSP2. Mais lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on switch entre le scrapping et la DSP2, croyez-moi, on a des sueurs froides. Donc on fait beaucoup de tests, c'est très long, on fait beaucoup de canary testing, et donc aujourd'hui on a, je pense, plus de 50% qui est en DSP2, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on coupe nos connecteurs historiques en scrapping, parce que de toute façon, aujourd'hui les TPP qui se contentent de connecter les API DSP2 des banques, et que ça, et d'être de plus être autonome vis-à-vis de la récupération de données, ont perdu. Je vous le dis tout de suite, c'est terminé pour eux. Donc nous, les connecteurs en scrapping, ils ont encore de très beaux jours devant eux. Et petit à petit, ça va devenir des fonctionnalités additionnelles qu'on va faire autour de l'API DSP2, qui est un peu la brique principale. Et nous, avec le scrapping, on va aller venir enrichir ces API DSP2. On va y revenir plus tard. Je crois que tu disais aussi qu'il y avait des grandes disparités entre les pays. Il me semble que c'était aussi le constat que tu faisais, Alexandre, sur l'Europe. Et d'ailleurs, du coup, en passant le micro, la DSP2, elle a apporté quoi à Conto ?
Bonjour à tous. Nous, nous effectivement, Conto, on a les données entre guillemets chez nous, puisque les clients ils ont des comptes chez nous, et aujourd'hui on a 200 000 entreprises en Europe qui ont un compte chez nous, et donc de ce point de vue-là, nous on est comme une banque entre guillemets, puisque les données on les a, en tout cas la grande partie des données on les a, et donc nous c'est plutôt de faire sortir des données de chez nous entre guillemets qui peut nous intéresser, notamment pour aider les entreprises à faciliter toute leur gestion comptable. Pour le dire très vite. Et donc en fait nous on peut envoyer, évidemment si les clients le veulent, on peut envoyer leurs transactions, leurs données et leurs justificatifs, donc les reçus, les factures, etc. à des outils de comptabilité qui évidemment fait gagner beaucoup de temps à nos clients, aussi souvent à leurs experts comptables. Donc ça c'est un grand use case comme on dit. Et puis un deuxième qui est un peu dans l'autre sens là pour le coup, donc c'est de l'initiation de paiement qui vient venir débiter un compte Conto. Par exemple, on a fait un partenariat et une intégration avec Payfit, donc le logiciel d'émission de bulletins de salaire qui fait partie aussi du Next 40. Donc en fait, les clients qui ont Payfit et Conto, ils peuvent générer leur bulletin de salaire dans Payfit, et les 50 bulletins de salaire vont se transformer en un clic en 50 virements qui vont venir débiter le compte Conto de l'entreprise et envoyer les salaires de l'équipe. Donc voilà, donc on a beaucoup de clients qui ont mis ça en place. Et évidemment, si on commence à avoir pas mal de salariés, ça facilite beaucoup la vie, parce qu'en confirmant dans Payfit que oui, on est d'accord, les salaires sont les bons, ça génère les X virements ou les N virements dans Conto, sans avoir à se reloguer dans Conto, à uploader un fichier XML, etc. pour des virements groupés. Donc voilà, donc c'est tous ces petits usages qui font gagner du temps, qui évitent les fausses manipulations. Là on est déjà dans l'intégration avec d'autres services financiers, et en effet il y a beaucoup de nouveautés chez Conto et via Conto Connect. Mais après il me semble que tu me disais que plus de 60% des clients chez Conto c'est le compte principal. Donc la DSP2 n'avait pas un besoin fondamental au départ. En revanche, tu m'as parlé de mobilité bancaire. Donc là-dessus, je pense que tu l'utilises et ça t'a facilité les actions. Oui, alors sur la mobilité bancaire, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé un portail qui permet aux entreprises existantes, donc qui ont déjà un compte ailleurs que chez nous et qui veulent venir chez nous, de pouvoir aller récupérer les transactions historiques de ce client, pour lui dire voilà, si tu veux tout changer et tout migrer chez nous, voilà ce qu'on a récupéré comme mandat de prélèvement, voilà ce qu'on a récupéré comme paiement récurrent par carte, etc. Donc si tu veux être prêt à complètement switcher chez Conto, voilà les 15 choses à faire, et puis petit à petit on les aide en les prenant par la main en leur disant voilà comment vous pouvez faire pour changer. Parce que la mobilité bancaire qui a été mise en place depuis quelques années, qui avait été initiée par Emmanuel Macron quand il était ministre, c'était uniquement, et c'est uniquement pour les particuliers et pas pour les professionnels, pas pour les entreprises. Et donc nous on a recréé un peu notre mini mobilité bancaire, on va dire, pour les entreprises. Et effectivement pour ça on utilise la DSP2, l'open banking, pour aller récupérer donc les transactions, l'historique de ces clients sur le compte historique qu'ils utilisent. Donc l'open banking dans ce sens-là, et l'autre à la mise à disposition de ta propre API. Je crois qu'elle a bonne réputation, l'API Conto, sur le marché. Vous me disiez ça. Anne-Sophie, l'open banking, c'est pas non plus le cœur de métier d'iPadZat, le cœur de produit. En revanche, elle vous a quand même permis pas mal de choses, de fiabiliser des actions. Est-ce que tu peux nous raconter ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous, l'open banking et la banque de manière générale, c'est pas notre cœur de métier. Nous, en fait, on va apporter de la simplification et de l'automatisation dans tout ce qui est comptabilité. Donc on récupère automatiquement les pièces comptables là où elles se trouvent, donc dans les espaces fournisseurs, dans les boîtes mail, et via une application note de frais. Et effectivement, on utilise les API des banques ou le service d'agrégation bancaire, notamment comme Budget Insight, pour fiabiliser en fait les informations qu'on va récupérer. Donc en réalité, à chaque opération doit correspondre une pièce, et ça nous permet en fait de pouvoir faire un checking et de savoir exactement où notre client en est. Comment vous avez choisi vos partenariats ? Assez naturellement, en fait, il y avait peu d'acteurs sur le marché, et donc c'est par les rencontres, et effectivement on travaille avec Budget Insight et Banking
Et quand c'est possible, on travaille directement avec les banques. C'est le cas de Conto. Donc pour récupérer les données de Conto, vous récupérez directement depuis l'API Conto, et pour des données bancaires qui viendraient de comptes de BNP par exemple, vous passez par Budget Insight ou Banking. C'est tout à fait ça. D'accord. Ok, merci. Pour côté Agicap, parce que du coup vous êtes sur tous les deux, Agicap et IPZ, sur des services pré-compta ou compta, d'ailleurs même pas compta pour Agicap puisque vous allez un petit peu plus loin. En revanche, vous, côté Agicap, la DSP2, elle donne tout le sens à votre business, puisque sans elle, l'impact aurait été beaucoup moindre. Du coup, comment ça vous a aidé sur l'accélération assez incroyable d'ailleurs depuis 2 ans d'Agicap? Déjà, je tiens à dire que je suis ravi d'être ici. FinTech lyonnaise invitée à Paris, je suis ravi. Nous, on est une pure émanation de la DSP2. Nous, on est le succès de la DSP2 dans le sens où aujourd'hui, c'est 5000 sociétés qui dirigent, développent et maintiennent leur activité en utilisant Agicap comme outil de pilotage principal. Et sans la DSP2, nous ne pourrions pas. Donc ce que l'on fait, Agicap, aujourd'hui, c'est... on aide les dirigeants et les directeurs financiers de sociétés à gérer leur trésorerie. Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper son évolution dans 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Tout dirigeant, lorsqu'il dirige une société, prend des décisions tous les jours qui ont un impact cash. Je rachète un four pour ma cuisine, je embauche 2 personnes le mois prochain, j'ouvre un nouveau store, j'augmente mes dépenses marketing sur Facebook. Tout ça a une composante cash dont il est difficile, quand on est dirigeant et lorsqu'elle se multiplie, d'anticiper l'impact pour pouvoir se dire je suis serein, je vais dans le bon sens. Et du coup, nous, la DSP2, la matière première, l'engin Agicap fonctionne sur la base des récupérations des opérations bancaires pour analyser à tout moment, en temps réel, son évolution de la trésorerie et pouvoir se dire oui, je suis dans le vert, ou non, je risque de subir une défaillance ou un choc lié à un retard de paiement client ou une baisse de mon activité, qui bien sûr a été le cas lors de l'impact de la crise du Covid, où nombre d'entreprises du tissu économique français ont vu leur activité diminuer de manière significative et ont dû se rapprocher des banques pour présenter des prévisionnels de trésorerie, pour négocier des plans, des PGE. Et c'est vrai que nous, la crise a agi comme un catalyseur dans le sens où les gérants d'entreprises se sont rendus compte que la gestion de trésorerie ne pouvait plus avoir une position attentiste, où ils ne pouvaient plus considérer le pilotage de leur activité comme, entre guillemets, en bon père de famille, comme ils avaient l'habitude de le faire, et que la fréquence de pilotage de la trésorerie, si elle était au trimestre ou au mois, est passée à la semaine, voire au jour. Et c'est pour ça que notre cas d'usage prend tout son sens, et bravo la DSP2 en ce sens. Du coup, il est d'autant plus important pour le client final d'avoir une stabilité dans les tuyauteries, je veux dire, pour récupérer les pièces ou les informations, encore davantage que pour votre cœur de service. Il y a des grandes disparités entre les agrégateurs que vous utilisez ou selon les pays. C'est quoi le meilleur agrégateur? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il faudrait définir des critères. Alors, Agicap, c'est une société internationale. On a un bureau à Berlin, à Amsterdam, à Milan et à Barcelone. Donc, on récupère les flux bancaires des banques de chacun de ces pays. Et aujourd'hui, on utilise plus de 15 agrégateurs bancaires. Donc, en France, on travaille de manière extrêmement proche avec Budget Insight. Encore, c'est la journée. Voilà. En fait, ce que ça a permis, notamment, c'est vrai, c'est difficile. La stabilité, l'instabilité de la connectique pose de vrais problèmes. On parle de gérants qui gèrent leur boîte. Lorsque la connexion ne marche pas, on parle du coup d'opacité, de non-visibilité sur les finances de leur société. Et on leur demande à ces gens-là d'être réactifs et de prendre des décisions rapidement. Donc nous, on est un use case B2B, on parle de vraies boîtes qui peuvent faire faillite. Donc c'est vrai que je trouve que les patrons, les PME, dans ce cadre-là de la DSP2, on leur donne pas assez la voix. Mais nous, on est en contact au quotidien avec elles. Et c'est vrai qu'il est très très important de parler d'eux et de savoir quel est l'impact aussi pour eux au quotidien lorsqu'un outillage aussi central est arrêté. Pour revenir sur les pays, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des agrégateurs
type Budget Insight, qui est très fort en France, ont émergé dans chacun des pays. Et nous, en fait, on agrège globalement le meilleur agrégateur de chacun des pays. Mais dans chaque pays, on crée de la redondance. On a entre 1 et 4 agrégateurs pour que cette stabilité de la connexion bancaire puisse se faire à tout prix pour le bénéfice de nos utilisateurs. Donc, il n'y en a pas de meilleur. Étant donné qu'on est encore dans des travaux importants avec les banques, c'est normal que ce soit les acteurs locaux qui soient meilleurs travaillant avec leurs banques locales. Je ne sais pas s'il va émerger un agrégateur bancaire qui aura un monopole en Europe ou qui sera le plus performant en Europe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on travaille de manière locale avec tous les agrégateurs de chacun des pays. Ok, merci. Bon, j'ai encore une petite question technique, après on va arrêter de parler de technique et stabilité, on va se focaliser sur les nouveaux services que vous avez mis en place et regarder un peu ce que peuvent être les directions financières de demain. Mais entre le scrapping ou l'APIsation, il n'y a pas une troisième voie? Je ne sais pas si l'EBIX revient un peu à l'ordre du jour ou pas côté banque. On a pas mal, ça a le mérite d'une sécurité qui est appréciée, renforcée. Ça pose pas mal de questions, honnêtement, aux fintech, qui ne sont pas extraordinairement enthousiastes sur cette technologie. Donc du coup, nous, mais je vais laisser Budget Insight qui en parler. Nous, c'est en aucune manière quelque chose qu'on impose, mais ça fait partie des options qui sont accessibles. Pour rebondir sur EBIX, aujourd'hui, nous, on se pose la question très honnêtement de savoir si EBIX n'est pas de la concurrence déloyale par rapport à la DSP2, pour la simple et bonne raison que EBIX n'a pas d'authentification forte. Donc c'est quand même une belle barrière en moins, voire la seule. Donc c'est des sujets qu'on est en train de mouliner entre TPP. Ce qui est sûr, c'est que EBIX, je ne pense pas que ça soit le sens de l'histoire par rapport à la récupération des données. Il y a une notion de mandat qui est assez compliquée. Donc voilà, on observe ce sujet de très près. Mais pour nous, c'est de la concurrence un peu déloyale. Alors, il n'y a aucun coupable là-dedans. C'est un système qui existait. On ne pointe le viseur sur personne. Mais ça pose problème. Ouais. Du coup, en fonction de l'évolution ou la demande des BIC, ça sera retraité de façon réglementaire potentiellement. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que si EBIX n'a pas d'authentification forte, on ne voit pas pourquoi nous, on en aurait. On leur demande juste d'aligner. Et puis, ce serait bien que ça ne soit pas du nivellement vers le bas et qu'on ne se retrouve pas tous avec une authentification forte, mais que plutôt ça nous permette de lever cette barrière et d'avoir une fluidité dans la récupération des données qui soit digne de ce nom. Surtout que des premiers échanges qu'on a eus, moi ce que je comprends, c'est que la DSP2, elle a un peu facilité les choses techniquement, mais elle a surtout énormément rassuré le client final et le consommateur qui s'est dit, finalement c'est normal qu'on me donne... qu'on puisse rassembler mes données pour me proposer des services autres. Et du coup, ça l'a aussi rassuré sur accepter ces nouvelles propositions de services. Du coup, pour continuer sur ce sujet-là, tu as commencé à nous donner un exemple, Alexandre, avec Payfit. Comment est-ce que tu as construit ou identifié justement ces services autres qui font gagner du temps à tes clients? Comment est-ce que tu les as décidés? Est-ce que c'est Conto Connect qui a été le démarrage ou ça a été une façon de les agréger? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, avec plaisir. On fait quelque chose d'assez simple. En fait, on prend toutes les demandes de nos clients et puis on voit ce qui leur manque. Et puis ce qui leur manque, on le fait, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais en l'occurrence, pour Payfit, c'est sur le site. Pour Payfit, c'est un peu ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de clients qui utilisaient Payfit et qui nous disaient c'est super, Conto et Payfit, il y a pas mal de similitudes, etc. On sent le même ADN, bref. Et moi, j'aime bien utiliser les deux, mais à chaque fois, j'ai 50 salariés, je dois télécharger des fichiers, les réuploader dans Conto pour faire les virements, etc. etc. Est-ce que vous pouvez pas bosser ensemble pour que le truc se fasse automatiquement? Et donc voilà. Et donc, comme en plus c'est par définition une scale-up ou une start-up aussi, c'est assez facile de travailler ensemble. Et donc on l'a fait ensemble. Donc ça, c'est pour l'exemple de Payfit. Et sinon, typiquement sur les logiciels comptables ou sur les logiciels
on va dire de comptabilité pour faire simple, ouais. C'est assez similaire. On a aujourd'hui, je crois, une trentaine d'applications et logiciels avec lesquels on est compatible et sur lesquels on peut, via Conto Connect, qui est effectivement notre plateforme qui permet de connecter Conto à des partenaires, d'envoyer les données et les justificatifs de nos clients, évidemment ceux qui le souhaitent, vers le logiciel de leur choix. Et ça, on rajoute des logiciels compatibles, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois. Et on fait ça. Alors ça, c'est aussi assez local, puisque malheureusement, les logiciels de comptabilité, les services de comptabilité, en général, sont plutôt nationaux. Donc on a, je sais pas, une trentaine en France, on en a avoir une dizaine en Italie, en Allemagne et en Espagne pour l'instant. Et puis sur chacun de ces pays, on en rajoute au fur et à mesure, à la fois par ce qu'on voit dans le marché et aussi, encore une fois, par les demandes de nos clients, qui sont souvent une bonne jauge pour voir ce qui a le plus de sens de prioriser, quoi. Donc là, pour l'instant, l'ajout de services vient au fait de connecter les services d'autres fintech qui sont pertinents pour tes clients. Est-ce que vous-même, chez Conto, vous allez vous étendre sur la chaîne de valeur ou d'action d'un dirigeant d'entreprise? Comment est-ce que tu choisis ce que fait Conto et ce qui est fait avec les partenariats? Ouais, c'est une bonne question. C'est le fameux build versus buy ou partner, on pourrait dire. Tout ce qui est... franchement, ça prendrait longtemps, mais en gros, tout ce qui est très proche de notre cœur de métier, c'est-à-dire le compte, les virements, les prélèvements, les cartes, les paiements par carte, on va plutôt avoir tendance à le faire nous-mêmes. Et tout ce qui est beaucoup plus éloigné, comme la comptabilité, on va avoir tendance à plutôt s'appuyer sur des partenaires. Mais par exemple, juste avant l'été, on a lancé des offres de ligne de crédit avec October. Et donc, on a intégré complètement une offre jusqu'à 30 000 € de crédit sur 24 mois avec October directement dans l'application, qui sont visibles de nos clients. Et donc, le parcours utilisateur est extrêmement fluide. Ça, on l'a fait avec October et donc on l'a intégré, on l'a pas fait nous-mêmes. À contrario, par exemple, là, on a lancé début septembre une offre renforcée, on va dire, ou plus complète de gestion des dépenses en équipe ou de spend management, et donc avec des cartes qu'on peut attribuer à différents salariés dans l'entreprise, avec des limites, des autorisations, un workflow de validation avec des managers qui peuvent valider ou directeurs financiers qui peuvent valider tel ou tel paiement de l'équipe. Donc voilà, et tout ça, c'est encore une fois c'était demandé par nos clients. Ouais. Après, le choix, il aurait pu être de se dire, comme pour la compta, pour les cartes, on va travailler avec Spendesk, mais comme ça, c'était plus proche du cœur de métier. Vous avez choisi de le faire en interne chez Conto. Comme ça, vous faites les... Oui, exactement. Pour répondre très, très, très directement à ta question, on ne se voyait pas Conto proposer des cartes Spendesk, quoi. Conto, c'est des cartes Conto, quoi. Non mais, donc voilà. En revanche, la comptabilité, on ne faisait pas, et donc on s'appuie sur d'autres et on est très content de le faire, quoi. D'accord. Donc avec iPadsat et Agicap, il n'y a aucun problème. Du coup, si effectivement, côté iPadsat, avant, vous étiez sur essentiellement la préparation comptable. Si je résume vraiment très... Voilà. Et maintenant, je fais plus de choses avec ma solution iPadsat. Comment vous avez choisi l'extension des nouveaux services? Comment vous procédez? Merci. Tout d'abord, c'est un peu comme Alexandre. Ça s'est fait au fil du temps et en collectant les besoins de nos clients et nos propres besoins. Parce qu'on est aussi une structure qui grossit et donc nos besoins grandissent en même temps. Donc effectivement, la première brique qu'on ait construite, c'est cette brique de récupération de pièces comptables. Pour la solidifier et pour la rendre pertinente, on a choisi de s'adosser à des agrégateurs pour la fiabiliser, donc pour avoir une vraie information. Une fois qu'on traitait tous ces achats, on a évidemment eu la même réflexion sur les ventes. Donc on a mis en place un facturier, mais on a également travaillé notre intégration à l'écosystème. Et donc on est également compatible avec la totalité des CRM du marché. Donc on peut aussi avoir son propre CRM et facturier quand on est client iPadsat. De la même manière, on réconcilie avec les écritures bancaires, comme ça on facilite le quotidien de l'entrepreneur puisqu'on l'alerte de tous ses impayés. On sait que la trésorerie, c'est une vraie problématique dans les TPE-PME.
Donc on lui permet d'automatiser ses relances et dans ce cas-là, on lui propose des choix puisqu'on a mis des partenariats en place avec des sociétés qui font du recouvrement. Donc on est en partenariat avec Ruby Payer et ELR Hermès qui nous permet de faciliter la récupération de trésorerie pour nos clients. Une fois qu'on a traité vente et achat, on va ossériser ces pièces détectées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ressortir les éléments qui vont se transformer après en écriture comptable et pouvoir collaborer donc avec son expert comptable. Donc on transmet toutes ces informations à l'expert comptable. Ok, c'est bien. Mais l'entrepreneur, on s'est dit, il gagne quoi dans tout ça, à part être un bon élève et faire correctement son job. Donc toute cette partie légale de la comptabilité, c'était un peu maigre et on avait des problèmes d'engagement sur le produit. On a brainstormé et effectivement, il est ressorti que les clients avaient besoin de visibilité et ça a été encore plus criant pendant la crise du Covid, puisqu'effectivement, ils avaient ce besoin d'aller voir leur banquier, de négocier les PGE, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a essayé d'améliorer tout cet outil de trésorerie qui s'appelle Trésor, qu'on a mis en ligne durant le Covid et qu'on a amélioré. Là, il est en ligne dans sa version finale. Et effectivement, l'intérêt d'avoir cette suite d'outils intégrés et ce qui ressortait de nos clients, c'est qu'en fait, ils étaient lassés de perdre du temps à effectuer des opérations légales sur un outil et ensuite de se connecter à un autre outil pour avoir de la visibilité. Donc nous, on a décidé de transformer tout ce temps passé sur des opérations comptables légales de préparation de comptabilité en une opération où ils allaient avoir de la valeur ajoutée pour eux au quotidien et donc d'avoir toutes ces informations regroupées au même endroit. Et alors, si le fil conducteur de votre positionnement, c'est la vie de la facture, la dernière brique qui sera ajoutée, ça sera laquelle ? Vous me devancez. Donc effectivement, c'est l'initiation de paiement, c'est le règlement de cette facture. Puisqu'effectivement, on devient un espèce de coffre-fort avec toutes ces factures compilées. Donc effectivement, à partir du 15 octobre, sur iPaydDate, on pourra régler ces factures directement sur la plateforme. Merci. Clément, comment vous avez choisi... Quel est votre produit phare déjà pour Agicap? Le produit, l'offre par lequel vos clients sont tous arrivés et qui vous a fait grandir le plus vite. Et après, comment vous, au-delà de ça, par-dessus ces produits-là, comment vous créez plus de valeur aux clients? Bonjour Clément. Je m'en sors plus sur Excel. En gros, je manipule Excel, je mets des chiffres pour savoir où je vais, mais j'ai pas de vision à un instant T sur la santé financière de ma boîte. Aide-moi. Donc en fait, la proposition de valeur d'Agicap, elle est très claire. On vous aide à prévoir, anticiper l'évolution de votre trésorerie dans le futur. En gros, la comptabilité, c'est la vérité légale et fiscale dans le passé. Agicap, c'est la capacité à prévoir d'un point de vue business comment vous évoluez. Donc en fait, la proposition de valeur et l'offre d'Agicap, c'est celle-ci. Et la matière trésorerie, la matière qui matérialise la trésorerie, c'est les flux bancaires. Et la vision comptable est souvent pas la même que la vision trésorerie. Or, un dirigeant, il a besoin de savoir s'il a de l'argent dans les caisses, s'il peut investir, etc. Donc voilà, c'est tout simplement. Donc on offre en fait une nouvelle brique de pilotage auprès des PME pour pouvoir se développer sereinement. Donc il y a une histoire de vision instantanée à un instant T. Je sais toujours ce que j'ai comme trésorerie et ce qui va se passer dans 3 mois. Est-ce que je peux jouer avec cet outil? Est-ce que vous poussez des recos en fonction du contexte ou de l'histoire de la boîte? Est-ce que vous allez pas juste le laisser devant son écran, mais lui donner des outils pour aller plus loin dans son pilotage? Et là, on peut commencer à jouer exactement. C'est-à-dire que s'extrayant de la rigidité, de la complexité qui est la plus compliquée du monde, la comptabilité française, on peut customiser, modéliser des scénarios d'impact. Qu'est-ce qui se passe si mon chiffre d'affaires diminue de 20% ?
et encadrer le risque. Qu'est-ce qui se passe si ce client me paye non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines? Qu'est-ce qui se passe si mon chantier prend du retard parce que j'ai une grève ou il y a des intempéries à venir, etc., etc. L'objectif, c'est d'aider le dirigeant à être en anticipation et pas juste en réaction. Il y a 25 000 sociétés qui meurent chaque année, non pas qu'elles soient structurellement déficitaires, c'est que avec des bons de commande et des commandes pleines, en fait, elles ont un défaut de trésorerie. Parce que il y a moult événements qui arrivent dans une société subis ou des investissements mal gérés qui font que derrière le dirigeant ne peut pas payer ses salaires à la fin du mois et se retrouve mal. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la donnée bancaire, qu'on permet une hyper modélisation, customisation pour que un restaurateur n'a pas les mêmes enjeux qu'un quelqu'un qui a 3 usines, qu'un e-commerçant, qu'une scale-up. Et en fait chacun avec Agicap va pouvoir modéliser l'évolution de sa trésorerie en fonction de ce qui fait la typicité de son business, sans rigidité, sans contrainte, sans plan comptable général qui implique une manière de regarder sa société. Et donc après, tout un système de dashboard sur mesure, parce qu'une fois que j'ai l'ensemble de ma donnée passée, présente, future de ma société au même endroit, je peux faire émerger des dashboards qui rendent compte des ratios clés de mon industrie. Les restaurateurs, en gros, ils suivent 3 ratios et du coup, on les fait émerger en temps réel, ils voient l'évolution de ces ratios, et etc. pour l'ensemble des industries. Donc on devient en fait un outil hyper personnalisable qui rend compte vraiment de la santé financière de sa société et de la typicité de son business model. Et du coup, pour revenir au partenariat, parce que c'était un peu le sujet, nous, on va avoir 2 choses. La première, c'est déjà d'intégrer le plus de logiciels possible pour donner plus de précision sur le futur. J'ai un ERP métier, j'ai un CRM dans lequel il y a mes commandes, j'ai ma compta internalisée avec mes échéanciers et mes encours clients et fournisseurs. Tout ça, on va venir le pomper pour que le prévisionnel de trésorerie rende compte de ces risques ou des enjeux à venir. Donc nous, on est un outil de pilotage de diagnostic. Mais ce qui nous amuse, c'est le challenge. Donc pourquoi pas bosser avec peut-être ce qui est le plus difficile, les acteurs bancaires, puisque les acteurs bancaires sont les partenaires de confiance des dirigeants auprès desquels les solutions correctrices en aval, à facturage, financement, etc., ils sont sollicités par les dirigeants. Et donc, naturellement, ayant la solution qui permet de visualiser, prévisualiser ou le défaut à venir ou le risque, tout du moins, on s'est dit qu'il faut absolument travailler avec les banques parce qu'il n'y a pas le choix. On ne peut pas juste fournir un outil diagnostic et c'est fini. En gros, on est un peu le médecin, on diagnostique et il faut des actions dans l'idéal one click pour qu'en aval, le médecin puisse donner la bonne curation. Et les banques sont potentiellement ces pharmaciens-là. Et donc on a lancé un partenariat national avec le Crédit du Nord, extrêmement ambitieux, puisqu'on anime l'ensemble des 450 conseillers bancaires sur toute la France en les éduquant à ce que fait Agicap pour leurs clients. Et du coup, on est dans une relation où le conseiller lui-même se trouve voir présenter des prévisionnels extrêmement professionnels et ça permet de créer un échange avec le client extrêmement intelligent et intelligible pour que lui-même puisse obtenir les solutions adéquates. Et du coup, j'en profite pour, de manière exclusive sur ce plateau, annoncer un partenariat avec la BPI. Donc, dans le cadre aussi de lancement de la BPI en ligne, voilà, Agicap va devenir, avec la BPI, on va allier nos forces pour justement mettre à disposition du tissu économique français la meilleure solution du marché pour gérer la trésorerie et aider ces entreprises à du coup ne plus subir, mais pouvoir se développer sereinement. Belle promesse. Je pense que juste après, on passera au point de vue de Marguerite. Je pense que vous avez aussi, vous, établi des partenariats du coup de côté banque avec des fintechs. Mais je voulais juste avoir le point de vue de Bertrand, parce que vous ne travaillez pas Budget Insight directement pour les entrepreneurs, puisque vous passez par un modèle B2B. En revanche, les cas d'usage, vous avez dû en voir des centaines. Donc, est-ce qu'il y a un point à partager, ou est-ce que vous-même, vous travaillez en recommandation pour mettre en place des nouveaux services ou produits avec vos partenaires ou vos clients ?
Nous, ce qui est sûr, c'est que oui, la première source d'innovation chez Budget Insight, c'est nos clients. Donc, c'est des Agicap, c'est des iPayzad qui nous remontent des volontés marché. Donc, on co-innove avec eux. Mais oui, on n'est pas en direct avec les utilisateurs finaux, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. Par contre, on peut repérer des tendances. Aujourd'hui, on a pas mal de choses dans le secteur de l'immobilier, sur les syndics 2.0. En fait, continuellement, on a, aujourd'hui, on dénombre à peu près une vingtaine de cas d'usage. On en a 3 à 4 par an qui émergent de façon naturelle et qui du coup nourrissent la croissance organique de la société. Et c'est là où il faut être en capacité de réagir rapidement, moduler un peu la récupération d'informations, parce que peut-être qu'il leur faut un petit détail en plus, il leur faut aller chercher un degré supplémentaire d'information. Et c'est là où ça fait écho avec ce que je disais en début de l'atelier, qui est si on se place en situation de dépendance vis-à-vis des API des banques, on n'a pas ce degré de granularité-là. Donc on est obligé pour nous de maintenir d'autres moteurs de récupération de données, le scrapping en est un, le reverse engineering en est un autre, pour aller chercher cette information, ce rafraîchissement supplémentaire de la donnée pour nourrir ces cas d'usage-là, et on est obligé de s'adapter en permanence en fait. Et trouver des nouveaux acteurs pour des nouveaux cas d'usage. Merci. Du coup, comme on parlait de partenariat, Marguerite, est-ce que, puisque BNP du coup c'est l'autre vision, vous n'avez pas fait que subir la DSP2 et de mettre en place les API, vous vous êtes dit quand même que c'était aussi bien d'aller un cran plus loin pour accompagner vos clients sur des nouveaux services financiers. Comment est-ce que ces nouveaux services coexistent avec vos services existants et comment vous avez procédé? C'était quoi la démarche? En fait, on l'a très bien entendu sur les interventions précédentes. Nos clients, ils veulent de la simplicité. Et en fait, une simplicité extraordinaire pour eux, c'est quand ils le trouvent avec leur banque. Parce qu'ils ont déjà l'essentiel de leur activité là. Donc ce qu'on a fait, c'est que, et on le fait en partenariat, on fait des choses avec Budget Insight, on en a parlé, ça c'est plutôt pour nos clients particuliers qu'on le fait sur l'agrégation de comptes. On fait des choses... Mon Business Assistant, par exemple, c'est une offre qu'on a pour tous nos clients pro TPE qui est encapsulée en fait dans Ma Banque Pro. Et on le fait avec une start-up. Alors c'est OneUp, mais voilà, il y a des gens très bien partout. C'est OneUp. On avait commencé, je pense, un peu avant, voilà, mais il fallait se lancer avec quelqu'un. Donc c'est OneUp qui propose en fait à la fois de l'agrégation, évidemment, de comptes pour les pro-TPE, de la catégorisation de dépenses avec la possibilité en fait d'aller tout de suite à la précomptabilité en insérant le justificatif, on prend la photo du truc et on insère le justificatif de sa dépense au bon endroit. On fait bien sûr du prévisionnel d'activité, de trésorerie, de TVA, de l'édition de devis, de factures, de la relance, parce que parfois, voilà, il faut pouvoir relancer les clients quand on est pro-TPE, donc on peut automatiser celle-ci. Donc c'est toute cette palette qui est offerte, intégrée dans Ma Banque Pro. Nos clients adorent. Ils sont, l'usage est exponentiel, avec des très bons taux de satisfaction et un churn qui est très faible. Et puis on continue à enrichir cette proposition de valeur, parce que aujourd'hui on propose à nos clients d'avoir accès, de donner accès à cette information à leur expert comptable. Parce que c'est de passer de la pré-comptabilité à la comptabilité, donc en envoyant l'ensemble de ces flux de données à leur comptable pour avoir cet échange-là. Donc finalement, pour nous, c'est ce qu'on appelle le Beyond Banking. Là, je donne un exemple sur les pro-TPE, mais on en a une foultitude aussi pour les particuliers, ce qu'on fait par exemple avec Paper-Nest, qui est là aussi une start-up qui est très sympa, qui pour tous les gens qui ont un peu de phobie administrative au moment de déménager, de changer leurs abonnements, de box, etc., se demandent comment faire. Paper-Nest s'occupe de tout, et en plus, compte tenu de vos usages, en disant mais Madame Bérard, c'est pas possible de payer 40 € pour la box, etc., compte tenu de vos modes de consommation, ou bien pour l'électricité, etc., s'occupe pour vous de le faire. C'est pas nous, la banque, qui manufacturons ce service, on le propose, et c'est Paper-Nest, mais c'est encapsulé dans ce que nos clients trouvent chez nous. Et en fait, ils aiment bien le trouver chez nous parce que c'est simple. J'ai souvent entendu dans nos conversations de « Ah, mais à un moment donné, je dois changer de site, c'est compliqué ». Et en fait, nos clients
ils utilisent le site de leur banque parce que C'est rassurant aussi, tous j'imagine. les moments, et c'est rassurant. Et donc tous les moments de vie importants, ils sont en contact avec nous et donc ils sont demandeurs de ces services supplémentaires. Il y en a qu'on choisit de faire nous-mêmes, il y en a qu'on choisit de faire en partenariat avec d'autres parce qu'on pense que voilà, c'est connexe à notre activité, c'est pas des choses qu'on a envie nous de manufacturer, qu'il y a plein de bonnes idées partout. Et moi je crois beaucoup au partenariat banque fintech. Il y a des fintechs qui appartiennent à des banques, il y a des fintechs qui veulent surtout pas devenir des banques parce que c'est compliqué et c'est lourd et c'est coûteux. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de zones de coopération possibles et on en voit tous les jours. Il y a la coopération partenariat. Du coup, vous avez 3 casquettes. Il y a la casquette fournisseur de services avec les API. Vous avez la casquette proposer de nouveaux services, notamment via les partenariats qui sont encapsulés sur le site BNP, etc. Donc pour le client, c'est transparent. Puis vous accompagnez vous-même des fintechs. Donc du coup, il y a ces 3 volets. Comment vous les travaillez et on accompagne les fintechs. Je pense qu'on est en France la banque en fait qui est la plus présente auprès des entreprises de la tech en général. Hein. On a près de 80% du Next40 qui est chez nous et 75% de la French Tech 120. C'est quelque chose qu'on a démarré il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années déjà, avec des centres Why We Are Innovation partout en France. Hein. Ils ne sont pas qu'à Paris, heureusement. On en a 60 partout en France. En fait, on accompagne les entreprises innovantes, on les fait grandir hein, avec notre centre d'affaires. Et aujourd'hui, il y a rarement une belle histoire, enfin, je veux dire, de Sorar dont on a parlé récemment, hein, qui est pas un de nos clients. Voilà, donc on les accompagne. On a formé des banquiers dédiés pour cela, hein, parce que il faut s'intéresser au sujet tech. Il faut s'intéresser au sujet, il faut comprendre le modèle d'affaires d'une entreprise qui est en hyper-croissance. Ça intéresse nos clients parce qu'on est une banque française mais européenne et mondiale, donc on est capable de les emmener partout. Je veux dire, Doctolib qu'on accompagne, c'est intéressant pour eux de pouvoir sans couture passer en Italie, en Allemagne quand ils gagnent le marché de la vaccination sur Berlin, etc. Donc on apporte, enfin, ce sont des modèles qui sont... dont l'objectif c'est l'hypercroissance et de passer à l'échelle. Et là, vous avez besoin d'un partenaire qui vous emmène partout. Donc c'est à la fois des banquiers spécialisés qui connaissent la tech, des politiques de risque adaptées, parce que c'est pas des modèles qui rentrent... voilà, parfois, il n'y a pas de résultat. Enfin, voilà, il n'y a pas de résultat tout de suite et avant un certain temps, donc il faut pouvoir accompagner ce mouvement-là, accompagner à l'international. Et puis sur les fintech aussi, on a une très grosse activité avec les PSP. Et donc, voilà, que ce soit sur des activités de cash management, de flux, etc., on est un partenaire très très présent sur des très grandes comme PayPal, sur des plus petits, et on est le partenaire de référence et heureux de l'être. Merci. Du coup, tout ça étant dit, on voit qu'il y a déjà énormément de nouveaux services qui ont été proposés, qui le sont encore tous les jours. Hein. En plus, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous interfacez tous un peu mutuellement. C'est-à-dire qu'on peut payer depuis PayFit via Conto. On peut, depuis Agicap, demander un crédit au Crédit du Nord. Je pense qu'il y aura encore beaucoup d'actions de ce style. Mais du coup, ça veut dire que le potentiel pour un chef d'entreprise, en termes d'action, il est démultiplié. Entre la super digitalisation et l'information en temps réel, le chef d'entreprise demain, il a une culture financière énorme. Il n'est plus du tout dépendant de son expert comptable, de sa banque, voire de son conseiller bancaire, qui vont peut-être devoir avoir d'autres choses à faire en termes d'accompagnement. Du coup, si on essaye de se projeter à dans 5 ans, pour vous, ça va être quoi d'accompagner les entrepreneurs dans leur chaîne de valeur? Ça va être quoi les nouveaux services qui vont être mis à disposition? Peut-être juste un truc pour nuancer, parce qu'on a des gros biais de perception. On a l'impression que parce qu'il y a plus de digital, il y a moins de contact humain et moins de... Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que bien sûr, le digital augmente de manière exponentielle. Je prends le marché des particuliers aujourd'hui, et ça s'est encore accéléré ces 18 derniers mois. Je veux dire, les clients, ils sont hyper actifs sur leurs interfaces digitales, de plus en plus mobile only. Plus de 90% des virements qui sont faits chez nous, ils sont faits par le client eux-même. Donc tout ça polarise beaucoup sur un usage digital. Mais dans le même temps, comme dirait l'autre, on a une croissance du nombre de rendez-vous avec les conseillers. Pas des rendez-vous, ça peut être des rendez-vous en face à face, c'est des rendez-vous qui sont par Teams, c'est des rendez-vous qui sont par téléphone. Il y a plus de demandes de conseils et d'accompagnement. Pour moi, le digital ne se substitue absolument pas, parce que
oui, il y a une information toujours plus simple, accessible pour tout ce qui relève. Moi, j'appelle ça de la banque au quotidien et la Trésor au départ, c'est aussi un peu ça pour nos clients pro TPE. Et en fait, après, ce dont vous avez besoin, c'est la valeur ajoutée du conseil de l'échange et c'est aussi la réassurance parce que vous l'avez dit, hein, c'est votre boîte, vous vous lancez, c'est des moments de vie, vos clients, hein, c'est des moments de vie qui sont importants. Vous risquez. Et en fait, je sais pas, peut-être parce que ça fait appel à notre cerveau reptilien, mais c'est des trucs. Vous avez envie d'un contact humain, soit pour essayer de dénouer cette complexité, vous faire expliquer les trucs, et parfois il y en a besoin. Donc le contact humain pour est sur, la réassurance, l'accompagnement. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, parce que moi je suis fascinée par la croissance des deux types d'usages. C'est pas l'un qui se substitue à l'autre. Les deux, non, mais les du coup, deux les augmentent. usages changent. Ouais. L'usage du conseil, forcément, enfin, l'usage du conseil va changer. L'usage des outils digitaux va changer aussi. Je pense, voilà, on pourra peut-être payer son URSSAF directement depuis Conto. Ou depuis sa banque. Du coup, voilà, Anne-Sophie, est-ce que tu peux... Alors, depuis sa banque, je vous rassure, on peut déjà. Hein. Ah oui. Ah bah. Et moi qui continue à aller sur le site de l'URSSAF comme une idiote. Conto aussi. Hein. L'URSSAF, c'est très, très moderne, en fait. Et oui, ils sont partenaires de la place. Moi, je voudrais ajouter un exemple et qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Marguerite. C'est qu'effectivement, nous, on a cette particularité de diffuser auprès des entrepreneurs, mais également auprès des experts comptables. Et vous parliez tout à l'heure de la comptabilité et que le client, il allait être autonome, etc. etc. Je pense qu'effectivement, on le rend autonome, on lui donne un guide de comment faire, et il s'implique. Mais en revanche, on dégage l'expert comptable de toutes les tâches qui sont automatisables. Ça dépollue complètement la relation qu'il peut avoir avec son client, puisqu'il n'est pas en train de passer son temps à le harceler pour récupérer des pièces. Le client est beaucoup plus engagé sur ce qu'il a à faire au quotidien. Et du coup, l'expert comptable retrouve sa place de conseiller et peut apporter avec de la précision, puisqu'on lui met des tableaux à disposition avec des hypothèses d'investissement, etc. Et du coup, l'expert comptable se retrouve dans un rôle beaucoup plus intéressant à effectuer des tâches qui ne sont pas des tâches rébarbatives et de robots. Donc, je trouve que, évidemment, l'humain revient sur le devant de la scène. Merci. On a 8 minutes pour des questions, mais sinon, Bertrand, tu voulais réagir sur comment aller plus loin dans la proposition de valeur ou dans 5 ans. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Budget Insight ? Alors nous aujourd'hui déjà le premier sujet stratégique pour nous c'est l'expansion européenne avant d'aller chercher d'autres services à valeur ajoutée, même si j'en parlais avec vous, on a commencé à recruter une équipe autour de la data, autour de l'enrichissement de la data. Peut-être que demain on va faire un prévisionnel de trésor, j'en sais rien, Clément, je te tiendrai au courant, mais probablement pas, mais on va se poser la question. Et en fait, si demain on arrive à avoir un moteur pertinent, peut-être que Agicap va le comparer, ça va permettre d'améliorer celui d'Agicap. Peut-être que Agicap va se dire très bien, c'est une contrainte en moins, nous on va se concentrer sur l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'on ne s'interdit pas d'aller remonter sur la chaîne de valeur par rapport à tous les clients qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on a de la chance d'avoir plus de 230 clients, c'est un écosystème qui évolue tellement vite, avec tellement d'usages supplémentaires que remonter sur la chaîne de valeur est une possibilité. C'est dangereux parce que potentiellement ça pourrait nous mettre en concurrence avec certains de nos clients, mais l'un dans l'autre ça peut leur permettre de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée qu'ils ont apportée. Donc voilà, ce qui est sûr c'est que la catégorisation, les moments de vie, les indicateurs financiers clés, c'est quelque chose qu'il faut avoir, c'est quelque chose qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, mais avant ça c'est l'expansion européenne, c'est l'Espagne, l'Italie dès cette année, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni. On va pas annoncer comme d'autres TPP 32 pays en Europe, 4 milliards de connecteurs, parce que ça c'est des conneries monumentales, parce qu'en fait on connecte les comptes mais on n'a pas de flux dedans, donc on ne sait pas si ça marche. Donc nous on fera jamais ça. Lorsqu'on ouvre un pays, on sait que ça marche, on a du flux dedans et on l'a éprouvé. Donc voilà, nous c'est l'expansion européenne mais avec la qualité derrière. Partagé. Bonjour. Dans la désintermédiation, vous allez obligatoirement
avoir un gâteau sur le service final dont le volume va diminuer. Lorsqu'on parle de modèle économique, en particulier partenarial, il y a des conditions de négociation, vous avez évoqué la chaîne de valeur, de répartition sur cette chaîne de valeur de la valeur ajoutée de chacun. D'autant plus que les services nouveaux, même si le volume du gâteau diminue, vont amener d'autres acteurs à développer eux-mêmes une valeur ajoutée qu'ils entendront voir rémunérée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les négociations des partenariats, une définition du cadre où la répartition entre partenaires de la dite valeur ajoutée a lieu? Et si cette répartition ne vous permet pas d'être rentable, envisagez-vous des modèles économiques qui vous permettent sur les services en aval de compenser les pertes que vous faites en amont? Et demain, pourquoi JCAP ne deviendrait pas susceptible de fournir les services et les compétences de BNP à la place de BNP? Merci. Qui veut prendre la question? Voilà, Clément. Merci pour la question. On a tous des propositions de valeur qui, a priori, sont explicites, transparentes et bien compris des clients, puisqu'ils vont tous aller chercher nos services respectifs. On est des scale-up. Déjà, on se bat à l'échelle européenne, enfin en fonction des ambitions, en tout cas c'est le cas d'Agicap, à l'échelle européenne voire mondiale. Donc la concurrence, les propositions de valeur similaires à la nôtre, on regarde déjà ce qui se fait à l'étranger, on regarde si dans le cadre de la pénétration de nouveaux marchés on ne peut pas acheter des acteurs comme nous pour avancer, etc., etc. Après, sur le sujet de la répartition de la valeur, je pense qu'il est difficile de mettre à plat la stratégie que nous avons respectivement à 5 ans, parce que ça prendrait du temps. Pour notre part, je me force à ne pas en avoir, parce que je pense que compte tenu de l'évolution technologique et des rapidités d'évolution, ça serait du coup être dogmatique, et il faut rester agile pour comprendre le marché, sentir le marché. Donc, c'est pas une réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on travaille avec un fournisseur, typiquement Budget Insight, il y a une répartition de la valeur claire. On paye pour un service qui est la fourniture des données, et après on discute, on voit dans les news ou pas que tel ou tel acteur fait telle ou telle nouvelle chose, et après on recommunique ensemble. Il y a une communication quand même entre nous qui se fait naturellement. Pour mieux travailler ensemble. On parle quand même d'intégration de l'écosystème en général, d'intégration des logiciels entre eux. Donc ça se fait plutôt en off entre nous. Marguerite? Oui, peut-être juste trois points de complément. Un, moi je ne crois pas au gâteau fini. Je pense que l'histoire de l'économie, c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de l'invention de nouveaux services. Ça arrive tous les jours. Je ne sais pas, par exemple, avec la catégorisation des dépenses, aujourd'hui on propose à nos clients particuliers de connaître leur empreinte carbone et la manière de le compenser. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Voilà, la capacité à fournir de nouveaux produits et services, à mon avis, on n'en connaît pas la limite. Donc je ne crois pas que le gâteau est fini. Ça, c'est le premier point. Mais je suis une libérale, hein, donc deuxième élément de réflexion pour les banques. L'histoire de la banque, c'est l'histoire du beyond banking, parce qu'à côté de la banque, on s'est mis à faire de l'assurance, ça a été la naissance de la banque assurance. Ensuite, on s'est mis à faire de la protection, en vendant, par exemple, capacité de protéger vos biens avec de la vidéosurveillance, etc. C'est consubstantiel à notre métier, parce qu'en fait, on est là dans les moments importants de la vie de nos clients. Et donc, la possibilité d'enrichir en produits et services est infinie. Ce qui est super important, en fait, dans la question aussi que vous posez, c'est à un moment donné de savoir si on a un service qui est monétisable ou pas. Est-ce qu'on a des usagers ou est-ce qu'on a des clients? Et en fait, la vraie question pour beaucoup de startups aujourd'hui, c'est ça, c'est proposer un truc gratuit et que les gens l'utilisent, c'est vachement sympa. Et on a une audience, etc. Et une partie du modèle d'affaires peut être à ce moment-là d'aller vendre cette audience à une grande entreprise qui pourra en trouver l'usage. Ça peut être un modèle d'affaires possible. Un autre modèle, c'est dire, voilà, je commence sur du free, et est-ce que je suis capable d'avoir une partie de services freemium avec une partie de services que les clients sont prêts à acheter. Mais pour moi, le moment de vérité, parce que l'économie, c'est ça, c'est est-ce que j'ai des gens en face de moi qui sont prêts à payer pour ce service ou pas? Et ça, c'est un truc extrêmement important et souvent le défi que connaissent beaucoup d'entreprises innovantes. Oui.
Mais là, autour de la table, vous avez tous des clients. Donc, est-ce qu'Alexandre, tu veux répondre à la question? Sinon, on a 3 questions digitales. Alors, oui, sur le chat digital, il y a une première question sur les experts comptables. Et donc, une question de Raphaël. Les experts comptables ne remplissent-ils pas déjà le rôle de centralisateur des flux? N'ont-ils pas déjà des outils adaptés ou bien travaillez-vous avec eux? Donc, Ça, c'est pour Anne-Sophie. Merci Raphaël pour la question, déjà. Effectivement, les experts comptables sont déjà équipés d'outils, et notamment tous les outils de production comptable, type tous les outils édités par Cegid, Sage, SAP. Mais nous, on ne se situe pas à cet endroit-là. On est en amont de la comptabilité et on est surtout du côté entrepreneur. Notre proposition de valeur, c'est de réussir à faire collaborer 2 univers qui ne se comprennent pas forcément toujours. L'entrepreneur peut être excellent dans son business et être très mauvais dans la finance. Pour autant, ça sera un échec. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'aider et de faire collaborer ces 2 univers qui sont très différents. Donc, on a 2 accès sur notre produit. Un qui est un accès expert comptable, qui a une terminologie adaptée et un usage adapté à l'utilisation de l'expert comptable. Et puis l'autre, qui est un espace beaucoup plus vulgarisé, avec moins de détails, mais qui fait ressortir des éléments qui sont intéressants et pertinents pour l'entrepreneur au quotidien. On peut prendre une deuxième. Oui, et alors, est très simple pour Marguerite, c'est comment contacter BNP si on a une fintech, une personne et non un site web SVP. Alors, si vous êtes présent physiquement dans la salle, je vous présente Cédric Ardouin qui est juste là et qui est à la disposition des uns et des autres. Mais on a aussi une partie de l'équipe qui est là-bas aussi. Donc on a des gens qui sont disponibles. Vous pouvez passer aussi par nos sites, nos Why, nos We Are Innovation. Vous avez notre centre d'affaires innovation qui est à disposition. Donc il y a effectivement pas mal de points d'entrée. Mais pour ceux qui sont physiquement présents, il ne faut pas hésiter à venir parler directement à Cédric. Merci Marguerite. Allez, Ensuite, il y a une dernière question. Je ne sais pas si Alexandre ou Clément voulaient parler. Les services d'open banking ont-ils des démarches et des actions de durabilité environnementale? C'est une question de Florence. C'est une très bonne question. Enfin, je sais pas très bien, franchement, quelle est exactement la question. Mais l'open banking, alors c'est ce que disait Marguerite il y a quelques minutes. Une des réponses possibles, c'est qu'avec l'open banking, on peut agréger donc toutes les transactions des différents comptes d'une entreprise ou d'un particulier. Et il y a différentes startups, par exemple une qui s'appelle Greenly, pour ne pas la nommer, qui vont, à partir des transactions d'une entreprise ou d'un particulier, va pouvoir estimer quel est le bilan carbone de cette entreprise ou de ce particulier. Donc de ce point de vue-là, l'open banking et la DSP2 permet effectivement d'avoir une vision complète à 360 degrés sur l'impact. Avec Greenly qu'on fait mon empreinte carbone. Je sais, mais je voulais pas. Et donc voilà, je répondrai à ça. Donc effectivement, la DSP2, ça permet effectivement aussi par exemple, de pouvoir mesurer via les transactions et via des outils comme Greenly l'empreinte carbone d'un particulier ou d'une entreprise. Je ne sais pas si c'était le sens de la question ou s'il y avait autre chose. Mais... Si, et au-delà, donc c'est-à-dire que nous aujourd'hui, nos technologies sont utilisées par plein d'acteurs qui ont des finalités à impact positif. Donc il y a évidemment toute la partie sustainability, mais il y a aussi tout ce qui est inclusion financière aujourd'hui. Ça permet de développer des services à forte valeur ajoutée. Je pense à des acteurs comme Finfrog qui permettent d'offrir un microcrédit en 20 secondes. Donc c'est bien d'avoir ça en tête, que l'open banking, oui, simplifie les échanges, oui, digitalise tous les services, mais a un impact positif très souvent, même tout le temps. Voilà. Bon, merci à tous. Je vous propose de conclure et merci pour les 5 minutes supplémentaires qui nous ont été accordées. Et voilà pour le temps sur cet atelier.